C'est l'été, c'est les vacances, c'est aussi une période très calme sur YouTube généralement. Maintenant c'est ma 4e année sur la plateforme, donc je sais à peu près quand est-ce que sont les temps forts et les temps faibles. Le mois d'août c'est un temps faible pour YouTube, je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances, ou n'ont plus la tête spécialement au catch. En plus on a passé SummerSlam. Après SummerSlam il y a généralement un pic de désintérêt autour du catch, comme après WrestleMania. Et moi pendant des années c'est ce qui s'est passé pour moi. Après WrestleMania je m'en foutais, je regardais plus trop le catch. Et donc je sais que parmi la communauté Dr Wrestling c'est peut-être également votre cas. Donc qui dit temps creux, temps calme, dit vidéo peut-être un peu plus posée. Et on va donc partir pour une série de 2 vidéos où je vais un peu raconter ma life, où je vais vous dire exactement qu'est-ce que je préfère, quels sont mes goûts, un petit peu comme si c'était une FAQ mais que j'aurais organisé moi-même et sur un thème bien précis. 2 vidéos donc cette semaine, assez atypique puisque dans le premier volet, le premier épisode de cette série de vidéos, je vais vous parler de mes catcheurs préférés de tous les temps. Je sais que la question m'est beaucoup posée, souvent, Doc, quels sont tes catcheurs préférés? Eh bien, je vais répondre dans cette vidéo et comme ça, normalement, à chaque fois que quelqu'un me posera la question, il aura la réponse dans cette vidéo qui devrait rester sur la chaîne. Et ensuite, on ira explorer mes matchs préférés. Je vous expliquerai quels sont mes matchs préférés, pourquoi. Je vous donnerai quelques petites anecdotes sur la première fois que j'ai vu ces matchs, exactement ce qui s'est passé pour moi. Ça, ce sera donc du coup le 2e épisode de cette petite série cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, je ne sais pas si vous allez trouver ça intéressant. En tout cas, ce sont des vidéos qui vont être un peu plus calmes, un peu plus chill, plus des discussions, enfin une discussion de moi vers vous plutôt qu'une chronique ou une analyse. Là c'est clairement comme si vous étiez en face de moi et que je vous racontais un petit peu pourquoi j'aime tel ou tel catcheur et pas certains autres. Et en septembre mes amis, accrochez-vous puisqu'on va encore augmenter la cadence chez Dr Wrestling. Et bien parlons maintenant de mes catcheurs préférés dans l'histoire du catch. Alors il n'y aura pas que des catcheurs WWE, je vais vous raconter un petit peu tout ça, je vais vous en donner 4 parce que je trouve que 4 c'est un bon chiffre. Je sais que pendant des années le 5 a été le chiffre majeur de la chaîne, notamment avec les top 5, mais aujourd'hui je préfère parler avec un format de 4, notamment c'est ce que je fais pour le format de point catch où c'est vous qui avez le choix et donc je vais donc vous parler de mes 4 catcheurs préférés all time. En première position, et je vais pas spécialement les classer pour cette fois, je vais vous en parler comme ça un petit peu voilà, comme si j'étais au bord d'un lac avec vous en train de boire une bière, en train de manger des chamallows avec un feu. Bref, je vais donc vous parler du Nature Boy Ric Flair. Ah là là, Ric Flair, qu'est-ce que j'adore ce catcheur. C'est tout simplement le heel que je préfère, je crois, de la terre entière. Je le trouve absolument incroyable dans ses matchs dans les années 80, ça m'a terriblement passionné, vous savez, pendant quelques années, et j'étais pas spécialement attiré par le vieux catch, j'essayais, tout ça, mais j'aimais pas, c'était pas beau, et puis je me suis mis à regarder les matchs de Ric Flair. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a offert à l'époque le DVD de Ric Flair, ma famille savait que j'aimais bien le catch quand j'étais ado, il y avait les DVD, et on m'a offert le DVD de Ric Flair, et quand je l'ai vu, j'ai fait, Ric Flair, bon, je sais pas si je vais bien m'amuser, mais je l'ai quand même regardé pour l'histoire, pour apprendre un peu, comme je faisais à l'époque avec tous mes DVD, et j'en avais des tas et des tas. Bref, je mets ce DVD du coup qui est Ric Flair de Ultimate Collection je crois, et là je tombe sous le charme de ce catch, de ce storytelling, de ce personnage qui est Ric Flair, de ses promos, bref. Ric Flair c'était le catch en fait, c'était un catcheur heel extrêmement talentueux sur le ring et il arrivait à nous raconter des histoires absolument magnifiques contre Dusty Rhodes, contre Kerry Von Erich, contre Terry Funk, contre Sting, bref, à chaque fois qu'il y avait un grand face à l'époque de la NWA, WCW, c'était plutôt à cette époque, hein, c'était pas la WWE, Ric Flair arrivait à nous sortir des trucs de fou. Des matchs souvent très longs, des blade jobs où Ric Flair avait la tête en sang et ça marchait très bien avec Ric Flair puisque du fait qu'il soit extrêmement blond en fait, dès qu'il y avait du sang ça partait dans tous les sens et c'était extrêmement design à la télé, ça passait extrêmement bien. Que dire également de son année 92 quand Ric Flair intègre la WWE de Vince McMahon après quelques petites embrouilles avec Jim Herd à l'époque, le président de la WCW, et cette année 92 qui est peut-être la meilleure dans l'histoire de toute la WWE tellement il y a de la qualité et Ric Flair donc du coup qui devient champion au Royal Rumble 92, il y a ce match contre Savage à WrestleMania 8, et il y a toute cette année avec cette espèce de transition également avec la nouvelle génération. Bref, Ric Flair est là au bon moment, au bon endroit, et j'adore toute cette année que Ric Flair a passé à la WWE en 92, puisqu'après il se barre début 93. Bref, j'adore regarder les matchs de Ric Flair, je prends un plaisir monstrueux à regarder à chaque fois. Le DVD que j'ai eu, je crois qu'il s'appelle The Definitive Edition, et en fait c'est pas le meilleur, en fait il n'y a pas les meilleurs matchs. Après, bien plus tard, des années plus tard, puisque c'était cette année, en 2022, j'ai récupéré le DVD de Ultimate Collection cette fois-ci, ou alors j'inverse, bref. Le premier c'est la couverture bleue, le deuxième c'est la couverture blanche, et dans ce deuxième DVD là, qui est anglophone, il n'y a pas les commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chiro, il y a juste tous les meilleurs matchs de Ric Flair en fait, c'est juste absolument fantastique. Il y a les matchs contre Harley Race, Dusty Rhodes, Kerry Von Erich, Sting, bref, il y a que des bons matchs, et je ne peux que vous conseiller de regarder ces matchs des années 80 de Ric Flair parce que ce sont juste des pépites, et si vous aimez le catch, eh ben
ça. Pour paraphraser quelqu'un que j'aime bien, c'est ça le catch. Mais j'adore également CM Punk, et oui CM Punk qui a représenté mon catcheur préféré pendant quasiment des années et des années. Dès qu'il est arrivé en 2007-2008 là à la WWE, je me suis dit mais ce personnage est très intriguant, je l'adore. Il a un petit côté punk, alors moi à l'époque j'étais pas du tout punk, hein, j'étais pas trop rock'n'roll, donc j'avais finalement assez de mal à m'identifier à lui, et pourtant au fur et à mesure que les années sont passées, CM Punk est devenu mon catcheur préféré, et notamment bien entendu quand il a commencé à montrer un petit peu sa vraie personnalité à l'écran, donc dès 2011, là j'ai tout de suite été sous le charme de ce personnage, et ensuite j'ai suivi son règne avec une énorme attention. Quand CM Punk était champion, je n'ai pas lâché le catch, jamais, j'étais tout le temps à fond, j'adorais voir ses matchs, j'adorais le voir, j'adorais ses promos, il me faisait quelque chose CM Punk, et en plus à l'époque j'étais déjà adulte, hein, puisque en 2012 j'avais plus de 20 ans déjà, et pourtant CM Punk a réussi un petit peu à me réconcilier avec le catch, à une époque justement où j'étais dans une espèce de transition après 2007-2008, plus 2009, l'année entre les DVD, plus la génération Catch Attack où j'étais à fond. Ensuite j'ai un peu baissé de régime, et après quand CM Punk est devenu champion, là je suis retourné au taquet du taquet. Je ne ratais jamais WrestleMania, je ne ratais jamais les pay-per-view à l'époque, et CM Punk a largement contribué à mon bonheur en tant que fan de catch, mais également à mon malheur, puisque quand il est parti en janvier 2014, je vous jure que j'étais pas bien, hein, j'étais deg, hein, franchement. Je dirais pas que ça a impacté ma santé mentale, mais en tout cas mon humeur, oui, j'étais deg, et je m'attendais à ce qu'il revienne, je traînais sur les réseaux, j'attendais qu'il tweet, il tweetait plus, bref, et j'attendais, ensuite tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, j'attendais. Et au final, quand il est revenu chez AEW, ça a été incroyable, une émotion terrible pour moi. J'oublierai jamais cet épisode de Rampage, là, le 21 août 2021. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons de nostalgie. Le retour de Edge en 2020 m'avait procuré beaucoup d'émotions, mais alors le retour de CM Punk, cette pop, cette foule, c'était génial, et croyez-moi, je ne pensais pas en tant que fan de catch, et surtout maintenant que j'ai la chaîne YouTube Dr Wrestling, presque spécialiste entre guillemets du catch, même si j'aime pas trop ce terme, je ne pensais pas être à même de revivre de telles sensations, de telles émotions en regardant le catch, et pourtant CM Punk y est arrivé, donc comme quoi tout est possible avec notre belle passion. Mon premier catcheur préféré ever, vous savez quand j'ai commencé à regarder le catch en 2004, que je suis tombé par hasard sur la chaîne Action, sur TPS à l'époque, et je voyais ce mec là, Eddie Guerrero, ce gars très fun, très drôle, qui trichait. Je suis tombé presque amoureux d'Eddie Guerrero à l'époque, enfin c'était pas de l'amour, mais je me suis dit tiens, mais ce mec là fait des trucs trop fun, ces mecs là qui se battent en slip font des trucs cool. Eddie Guerrero est juste le meilleur, le plus divertissant de tous ces mecs-là. Let's go, j'en fais mon catcheur préféré. Et effectivement, en plus, début 2004, ça coïncide parfaitement avec le moment où Eddie Guerrero devient champion du monde en battant Brock Lesnar. Donc moi, je vois ça directement. Je vois le Velocity, là, qui était le showbiz de SmackDown, où on nous explique qu'Eddie Guerrero a battu Brock Lesnar à No Way Out à l'époque, que ce petit gabarit a battu le grand Brock Lesnar costaud. Voilà, il en fallait pas plus, pour que je devienne complètement fou du catch. Donc merci Eddie, merci à ce booking de SmackDown en 2004. Si ça se trouve, je serais tombé un peu plus tard ou un peu plus tôt, peut-être que ça m'aurait pas intéressé, mais Eddie Guerrero a tout de suite capté mon attention, et derrière, c'était parti pour des années et des années de passion, une passion qui ne s'éteindra sans doute jamais. Eddie, c'était vraiment le charisme sur le ring, il était très drôle, il était très fort, il était aussi bon en face qu'en heel, c'est ça qui était incroyable, parce qu'ensuite, quand il a tourné heel en 2005, il était particulièrement impitoyable, particulièrement flippant. Il avait un vrai talent, Eddie Guerrero, et il y a plein de gens qui estiment aujourd'hui qu'Eddie Guerrero est devenu une légende parce qu'il est mort, et je suis pas d'accord en fait. Je suis pas d'accord parce que il y avait déjà, je pense, beaucoup de personnes qui étaient fans d'Eddie en 2004, en 2003 même. Bon, c'est vrai que ça a souvent été un mid-carder Eddie Guerrero, mais il y a eu ce passage là en 2004 quand il devient champion qui le fait passer dans une stature assez différente. Et bien entendu, son décès tragique fin 2005 fait que voilà, comme un peu les rappeurs US qui sont décédés, Tupac, Biggie, les mecs, c'est devenu des légendes parce qu'ils sont morts en pleine gloire. Et Eddie Guerrero, c'était un petit peu ça. Bon, il est pas mort en pleine gloire puisque fin 2005, il était quand même un petit peu sur la pente descendante. Il avait beaucoup de blessures, il avait beaucoup de problèmes. Certains parlent d'un retour de ses addictions qui aurait conduit à son décès, ça on n'en sait rien. De sources officielles en tout cas, Eddie serait mort de manière naturelle d'une crise cardiaque et d'une insuffisance cardiaque, pas d'overdose. Mais bon, on n'était pas dans la chambre d'hôtel à Minneapolis, on le saura jamais. Et puis de toute façon, c'est
c'est fait. Eddie Guerrero est décédé. Il nous a laissé une empreinte géniale sur le ring. Il a créé beaucoup d'émotions. Bref, Eddie Guerrero, ça fait juste partie de mes catcheurs préférés largement. Allez, un quatrième et dernier catcheur préféré. Et je crois que je partage ce catcheur préféré, j'en suis pas certain, mais il me semble, avec un certain commentateur français que j'apprécie beaucoup, hein, qui a été pendant des années ma source d'inspiration, qui m'a éduqué un petit peu dans le catch. Hein. Je parle bien entendu de Christophe Ajus, qui a eu un impact positif sur énormément de fans de catch en France. Peut-être encore une fois que sans Christophe Ajus, il y a beaucoup moins de fans de catch en France, j'en suis même persuadé. Bref, Randy Savage, bien entendu, le Macho Man, pareil. Le Macho Man, j'ai appris à le connaître plus tard. Au début, je le connaissais pas, j'avais pas encore été exploré les entrailles, l'historique de la WWE. Et ensuite, une fois que je suis parti voir les années 80, les années 90, ah là là, mais quel charisme le Macho Man, il était fabuleux. Je le trouvais terriblement bon et terriblement charismatique dans le ring. Je me suis fait tous ces matchs, toutes ces storylines avec Miss Elizabeth, l'explosion des Mega Powers, bref. Son titre également de champion en 88, enfin, j'adorais le Macho Man, ce match également contre l'Ultimate Warrior à WrestleMania 7, ce match de retraite où il se réconcilie avec Miss Elizabeth à la fin. Ça fait partie de mon top 3 des matchs les plus émotionnels, on va dire. Je dirais qu'il y a Bret Hart, British Bulldog. Celui-là, clairement, faut une boîte de Kleenex. Et ce Macho Man Randy Savage contre Ultimate Warrior. Celui-là aussi, franchement, si vous êtes un peu sensible, il peut arriver à vous tirer quelques larmes. Bref, Randy Savage était un maître dans l'art de raconter une histoire. C'était également un maître sur le ring, franchement. Savage était l'un des catcheurs les plus techniques de sa génération. C'était presque même un des seuls. En tout cas, à la WWE, il y avait d'autres talents qui étaient très bons techniquement du côté de la WCW, NWA, comme Ric Flair, Ricky Steamboat, Sting, bref, il y avait du talent. Mais Savage, c'était avant tout le charisme. Ah là 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 là, toutes ces tenues là, ces entrées, son thème, la pump and circumstance, qui est le thème utilisé par les universités anglaises ou américaines, je crois, pour délivrer les diplômes de fin d'études. Eh ben, c'était le thème de Savage. C'était grandiose. Savage, c'était grandiose, c'était beau. Et puis voilà, après je suis un peu déçu de son passage à la WCW forcément, parce qu'il y avait plus cet aspect un peu de charisme, un peu mythique. Je suis un peu déçu également que Savage ait été pendant quasiment toute sa carrière la serpillière de Hulk Hogan. Dès que Savage était champion, il perdait pour filer le titre à Hogan. Bon... C'est comme ça, on va pas réécrire l'histoire. En tout cas, Randy Savage, pour moi, a littéralement marqué l'histoire de la WWE et il a marqué mon histoire de fan de catch puisqu'il fait partie de mes 4 catcheurs préférés. Alors, le 5e spot, j'ai longuement hésité, mais je l'ai pas utilisé pour mes catcheurs préférés parce que tout simplement, c'est un peu le spot de mes catcheurs préférés du moment. Kenny Omega, par exemple, a représenté mon catcheur préféré entre 2016, 2017, 2018. Récemment, je vais vous dire, mais Cody Rhodes est devenu mon catcheur préféré actuel. J'aimais bien ce qu'il faisait chez AEW, mais je trouvais ça trop, je trouvais ça pas assez, enfin, je trouvais ça pas fade, mais ça manquait un petit peu de grandeur, ce qui se passait avec Cody Rhodes chez AEW. Putain, il arrive chez WWE, c'est la folie, quoi, c'est la folie, le mec est une méga star, et il se prend des pop de monstres, il fait des matchs fabuleux contre Rollins, il est mis en avant, il garde sa gimmick en plus, il garde son thème, enfin bref. Cody Rhodes version WWE, pour l'instant ça a l'air d'être incroyable, ça l'a été pendant 3 mois avant qu'il se déchire le triceps, et même ça je vais vous dire, dans le storytelling, cette blessure là de Cody Rhodes, ça va beaucoup jouer, et vous allez voir que quand il va revenir, on va parler de ça, et ça va nous faire que ce Cody Rhodes là, il va aller gagner le Rumble, il va aller prendre les titres à Reigns peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas c'est mon souhait, et... J'adore Cody Rhodes, il a une histoire absolument incroyable à raconter. Son père a jamais été champion, il a jamais été champion WWE. Il va l'être, je vous le dis, Cody Rhodes, il va être champion WWE et on va tous être trop contents, on va tous être... Peut-être pas, on va pleurer, mais on va être contents. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que Cody Rhodes, c'est vraiment un produit AEW indépendant ces dernières années. Il revient à la WWE, c'est presque un ovni en fait. Cody Rhodes, c'est un ovni. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il revienne. Allez, reviens Cody, reviens, tu nous manques. Bon voilà mes amis, j'ai pas mal parlé, j'ai pas mal discuté pour cet épisode sur mes catcheurs préférés. Donc la vidéo va rester sur la chaîne YouTube. Donc voilà, dès que quelqu'un demandera quels sont mes catcheurs préférés, hop, un petit lien vers cette vidéo. Et vous aurez donc la réponse en vidéo avec le docteur. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt du coup pour ma vidéo des matchs préférés cette fois-ci. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.